Aujourd'hui, on va voir le plan exact pour avoir une entreprise millionnaire dans le paysage en 2025. Alors, ce que j'appelle une entreprise millionnaire, c'est une entreprise qui fait 1 million minimum de chiffre d'affaires. L'idée, c'est que pourquoi on veut faire 1 million? C'est pas un hasard, en fait. En dessous de 500 000 euros, on a plein d'entreprises. De 0 à 500 000, voire même de 300 à 500 000. Là, il y a énormément d'entreprises. Entre 500 000 et 1 million, étrangement, il n'y a pas grand monde. Les entreprises qui sont entre 500 000 et 1 million, en fait, sont en transition vers le million. Toutes. Il y a très peu d'entreprises à cet endroit-là. Et au-dessus d'1 million, il y a à nouveau beaucoup de monde. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi cette espèce de grand écart et comment surtout faire en sorte de passer de cette entreprise à moins de 500 000 euros, qui sont majoritaires dans le paysage, à ces entreprises de plus d'1 million d'euros, où il y en a vraiment beaucoup, mais en vrai, elles sont quand même minoritaires. Et pourquoi c'est mieux d'avoir une entreprise à 1 million? Bah, je te l'explique tout de suite, parce qu'une entreprise qui fait plus d'1 million, elle est plus facile à gérer. Beaucoup plus facile à gérer. Elle permet à son entrepreneur de libérer beaucoup de temps, de gagner beaucoup d'argent, tout en ayant vraiment une qualité de vie vraiment meilleure. Pourquoi? Parce qu'à 1 million, une entreprise, elle est obligatoirement structurée, elle est obligatoirement solidifiée, sinon elle n'aurait pas été chercher son million, c'est pas du hasard. Et puis surtout, la différence, c'est qu'en dessous de 500 000 euros, on a des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs tout à fait, ce sont des patrons. Patron, c'est quoi la différence? Artisan-patron, c'est qu'on a un artisan à la tête d'une entreprise qui continue d'être artisan dans sa tête. C'est-à-dire que c'est lui qui doit aller faire le travail, c'est pas forcément que son équipe. Alors je dis pas qu'il faut pas qu'un entrepreneur n'aille pas faire le travail, c'est pas le problème. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on a des hommes orchestres, en fait, en dessous de 500 000. Le mec fait tout, il fait la facturation parfois, il fait les devis souvent, il fait le travail de chantier, il fait l'organisation des équipes s'il a déjà une équipe, au-dessus de 300 000 euros à peu près, etc., etc. Et donc, c'est homme orchestre absolu. Le mec, il fait 80 heures par semaine et bah, en fait, il s'en sort pas. Et là, on est dans des pré-burnout pour à peu près tout le monde. Au-dessus d'1 million, on a plus ce problème en fait. On a une équipe qui gère, on gère une équipe surtout et on gère une partie des clients et encore, on peut en fait absolument tout déléguer à partir d'1 million et partir en vacances pendant que l'entreprise tourne. Ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on veut des entreprises 1 million parce qu'elles sont vraiment plus faciles et plus solides. Alors, on va voir ça aujourd'hui. C'est tout à fait le sujet du jour. On va remettre ça comme il faut. Pourquoi ça marche pas mon truc? Tac, voilà. Alors, première chose que tu dois faire pour avoir une entreprise à 1 million, si tu es sous ces 500 000, c'est changer un peu d'identité. Alors, ça ne veut pas dire que si tu t'appelles Jean-Pierre, tu dois t'appeler Jean-Louis, pas du tout, c'est pas le débat. Par contre, tu dois forcément changer un peu ta mentalité. Tu dois gagner et faire en sorte de gagner une mentalité d'entrepreneur. C'est vraiment entrepreneur qu'on veut devenir. Là, on arrête d'être petit patron, on devient entrepreneur. Ça ne veut pas dire que le petit patron meurt, pas du tout. On a le droit d'aller dans les jardins faire son taf, au contraire, si c'est toujours passionnel et si tu aimes ça, il y a aucun débat à ça. Néanmoins, ce ne sera pas ton travail principal. Ton travail principal, ce sera d'avoir une vision claire de ton entreprise à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ambitieuse, idéalement. Ambitieuse, ça veut dire ambitieuse, pas forcément à vouloir faire 14 milliards, hein. Enfin, c'est pas ça l'ambition. L'ambition, c'est pas forcément du chiffre, hein. Mais en tout cas, ambitieuse pour aller chercher le premier million et ambitieuse pour avoir une entreprise au service de ta vie plutôt que ta vie au service de l'entreprise. C'est plutôt ça l'ambition. Mais le chiffre que tu veux derrière, ça te regarde. Première des choses également à cultiver, c'est les compétences essentielles. Jusque-là, tu n'as pas forcément eu besoin de grosses techniques de vente, d'écosystèmes de vente bien foutus. Parce que jusqu'à 300, 500 000, tu peux te battre un peu sur les prix, tu peux te battre avec ton joli sourire, mais c'est à peu près tout ce qu'il faut. Par contre, si tu n'as pas des compétences de vente que tu peux ensuite déléguer à une équipe de commerciaux ou de chargés d'affaires, t'es mort. Parce que pourquoi? Si tu délègues tout à tes chargés d'affaires sans avoir toi les compétences en vente, eh ben, ils ne seront pas optimisés. C'est-à-dire qu'ils vont faire des ventes rentables à peine. Et le jour où il y a moins de ventes, t'es foutu. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix, il faut commencer à virer du monde, il faut commencer à avoir une entreprise qui fait les dents de scie, là. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut une entreprise stable, qui a un potentiel de croissance qu'on exploite ou pas. Ça, c'est notre choix. Mais on veut savoir garder une entreprise dans une limite basse de chiffre d'affaires qui peut nous suffire et savoir si on veut ensuite l'augmenter, la développer. Ça nous regardera. Ça fera partie de la vision d'ailleurs. Tu dois avoir des compétences en gestion. Quand j'entends gestion, c'est à la fois gestion financière, mais aussi gestion administrative et gestion juridique. Il te faut avoir des connaissances là-dedans, absolument.
parce que ça va devenir essentiel. Ça ne veut pas dire que tu dois savoir le faire, ça veut dire que tu dois comprendre, par exemple, un bilan. C'est obligatoire à cet endroit-là. À 1 million, on comprend son bilan. On n'a plus besoin de se dire, bon, bah, je fais confiance à mon comptable. Erreur suprême. Tu dois avoir également des compétences en marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est le fait de gagner des prospects en permanence dans son entreprise et de parler de son entreprise vers l'extérieur de manière à cultiver la vision pour que les gens ici, les clients, aient envie de travailler avec cette entreprise, la tienne, parce qu'elle est pour eux, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, c'est ça le marketing en fait, c'est toute cette histoire qu'on raconte autour de notre entreprise qui fait que les gens ont envie de laisser leurs coordonnées pour avoir des renseignements, puis pour avoir un achat chez toi. Et ça, si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas ces compétences-là, comment veux-tu les déléguer correctement si toi-même tu ne le comprends pas? Ça veut dire que demain, tu vas faire confiance à une agence marketing qui peut faire de la merde en barre. Et donc, si tu ne comprends pas les choses, c'est mort. Derrière ça, tes connaissances techniques, ça reste le socle solide des choses. Néanmoins, c'est pas parce que tu as une expertise paysage que tu ne dois pas la déléguer. Et surtout, ce que j'entends par connaissances techniques, c'est OK, c'est bien, toi, tu as des connaissances, ton équipe a des connaissances, mais ce qu'on veut, en fait, c'est du process là-dedans. On veut que si le meilleur de tes employés s'en va et se met à son compte, qu'il soit parti, mais que ses connaissances restent dans l'entreprise. C'est supra important, ça d'avoir une entreprise qui a mis des process en place pour garder les connaissances des gens, pour garder l'expertise, son expertise à elle. Vraiment important. Et puis, tu dois avoir des bases solides de discipline et d'organisation. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui fait 1 million, quand elle est bien gérée, on peut se libérer un temps maximum. On peut bosser 10, 15, 20 heures dans son entreprise par semaine. Ça suffit. Mais ça, va falloir se discipliner parce que si on ne se discipline pas, en fait, on va rester dans son travers de petit patron à bosser 80 heures par semaine en se disant ouais, bah, y a pas le choix, sinon on fait pas le million. Oui, bah, c'est sûrement que quelque chose ici bloque, c'est sûrement que quelque chose ici est mal foutu, parce que ça, cette discipline-là, dans ces apprentissages-là, c'est vachement important. Et l'organisationnel, c'est hyper important si on veut pas se faire bouffer, parce que là, à 1 million, il y a du monde qui bosse. Si on veut pas se faire bouffer par les petits bobos du quotidien, mal gérés, etc., etc., eh ben, on va passer, encore une fois, 70 heures dans une entreprise qui sera insupportable à vivre. En fait, si tu l'as bien compris, la transformation d'une entreprise qui veut faire 1 million, ça commence par toi, entrepreneur. Il faut que tu adoptes une mentalité d'investisseur, pas juste et plus juste d'artisan. C'est fini, tu vois. Tu es un artisan dans l'âme, moi le premier. Néanmoins, si tu deviens entrepreneur, alors c'est vraiment autre chose qui se passe. Et puis, un entrepreneur seul, ça marche pas. Il faut que tu t'entoures d'autres entrepreneurs ambitieux. Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a des clubs d'investisseurs, il y a des clubs des BNI, ce genre de choses. Alors, moi, je suis pas hyper fan de ce genre de trucs parce que c'est super contraignant et c'est pas forcément très utile à l'entreprise. Néanmoins, on va devoir quand même s'entourer d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, nous, c'est un truc dans les accompagnements qu'on fait. Tu fais partie ensuite d'un groupe d'entrepreneurs avec tous en plus la même première formation, ce qui fait que tout le monde parle le même langage et ça devient vachement intéressant d'avoir cet entrain là permanent. En tout cas, ne reste pas seul en pensant que tu vas tout apprendre sur le terrain, que tu vas apprendre la vente sur le terrain, c'est une connerie, que tu vas apprendre la gestion sur le terrain, c'est une connerie, que tu vas apprendre le marketing, c'est pas vrai, que tu vas apprendre à créer une vision claire et ambitieuse, c'est pas vrai, ça se fait pas tout seul. Ne crois pas que tu vas savoir faire des process demain facilement avec les bons outils si tu restes seul et que tu vas tout apprendre sur le terrain, c'est archi faux. Et même la discipline par rapport à son agenda et par rapport à son organisation, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, Typiquement, on est là pour ça, il n'y a pas que nous. Je ne vais pas parler de nos accompagnements aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on fait. Spécifiquement pour le paysage, pas tellement, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, ne reste pas seul pour apprendre ces choses-là, c'est primordial en fait. Ensuite, tu vas devoir maîtriser l'acquisition de clients. Pourquoi on veut maîtriser cette acquisition et tout le processus de vente qui va derrière? Parce qu'une entreprise jusqu'à 500 000 euros peut reposer entièrement sur le bouche-à-oreille. C'est possible. Si tu veux aller chercher 1 million et stabiliser ce million pour avoir une entreprise vraiment qui est facile à gérer, qui génère du bénéfice, qui génère du temps pour toi, qui génère de l'argent pour toi, il va falloir maîtriser l'acquisition de clients proactive. Celle qui nous permet de cibler les clients idéaux. Donc, faut quand même définir son client idéal pour pouvoir le cibler et puis lui proposer des offres qui sont tellement ciblées pour lui, tellement spécifiques pour lui qu'elles en deviennent parfaitement irrésistibles. En gros, si ton offre est à côté d'une autre offre d'un autre paysagiste, le client doit se dire ouais, mais ça c'est parfait, c'est trop fait pour moi, c'est exceptionnel. Pourquoi choisir autre chose? Et c'est pas la dernière ligne du devis, c'est pas le prix qui fait la différence.
Il va falloir ici apprendre à communiquer. Alors communiquer avec tes clients, premièrement avec tes clients déjà en place. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies une stratégie sur ton fichier client. 30% de chiffre d'affaires sont à trouver là-dedans. Donc il faut absolument garder ça. C'est du chiffre d'affaires plutôt facile à faire. Et puis, il va falloir apprendre à communiquer en interne, donc avec tes clients, avec le réseau de tes clients. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on sait faire ce premier travail de communication avec nos clients en direct, alors on pourra communiquer au plus large sur les réseaux sociaux, Google, site internet, tout ça, ça vient après. Mais on peut bâtir une entreprise à 1 million sans aucun site internet. C'est pas un problème en fait, dès l'instant qu'on sait communiquer en amont. Et puis, il va falloir, je vais insister, apprendre à vendre, à mettre en place un écosystème de vente où chaque étape d'un client, depuis le moment où il connaît notre entreprise jusqu'au moment où il achète, tout est réglé au départ. Ça s'apprend de créer un écosystème de vente. Et encore une fois, reste pas seul pour faire ça parce que sinon, c'est trop long, c'est super chronophage, c'est insupportable en fait. Euh, il ne faut pas se contenter de clients moyens ici, parce que pour aller chercher le million, en réalité, il ne faut pas faire 2 fois 500 000. Ça paraît bête, mais pour faire 500 000, par exemple, tu as 200 clients dans l'année pour faire 500 000 euros. Eh bien, pour faire 1 million, il ne te faut pas 400 clients. Il te faut à peu près 300 clients, beaucoup mieux gérés, beaucoup mieux à marge, beaucoup plus chouchoutés. En fait, la réalité, c'est que pour faire un x2 en termes de chiffre d'affaires, il ne faut pas faire un x2 en nombre de clients. Parce que sinon, ça veut dire faire un x2 en nombre d'équipes. Ça veut dire qu'en fait, si tu étais moyen rentable à 500 000, tu seras très moyen rentable à 1 million. Ce sera la même chose. Donc pourquoi aller faire 1 million pour la même rentabilité? Autant pas se faire chier et faire 500 000. Nous, ce qu'on veut, c'est faire 1 million rentable ou qui te permet, toi, de gagner du temps, de payer une équipe qui fait plein de travail pour toi. Logique, ça. Donc ici, on va cibler les clients idéaux et faire en sorte de devenir incontournable pour eux. C'est comme ça, en fait, qu'on va gagner ce million. Et plus encore, hein, quand on est de 1 million pour passer à 2 millions, c'est les mêmes principes, etc., etc. Ici, on va vouloir aussi maximiser du coup la rentabilité. C'est ce que je viens de te dire. On va inventer des services premium, des offres exclusives avec des marges importantes. On va proposer des contrats annuels malins, c'est-à-dire mieux que les copains, beaucoup plus adaptés à ce client idéal. On va faire en sorte de fidéliser ce client idéal à mort. Donc, on va développer des relations durables avec les clients. On veut faire des ambassadeurs de marque plutôt que des clients. On va collecter, partager leurs témoignages. On va faire en sorte qu'ils s'impliquent dans l'entreprise. Et puis, on va optimiser à mort également toute la gestion financière pour réparer les fuites. Pourquoi? Parce qu'on a tous des entreprises où des fois on dépense un truc, on ne sait pas trop pourquoi. On ne révise pas ses assurances chaque année, par exemple, les assurances super important. On ne révise pas ses frais bancaires chaque année, parce qu'il faut bien comprendre que le banquier est un marchand d'argent, donc dès l'instant qu'il y a un marchand, il y a une négociation possible, etc., etc. Et puis, on va essayer d'éviter les erreurs courantes de gestion, bien entendu, sans faire confiance à son comptable. Jamais de la vie, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que le comptable est quelqu'un qui prend des chiffres, qui les met dans une case. Si tu attends des bons conseils de ton comptable, tu peux toujours te lever de bonne heure le matin. Si tu sais quoi chercher, il saura te donner les réponses. Si tu ne sais pas quoi chercher, il ne te donnera jamais de conseils. Parce que ton comptable, tu vas lui dire, par exemple, tiens, on a bien bossé cette année, je crois qu'on a pas mal d'argent et tout, j'aimerais bien donner un 14e mois à mes employés. Le comptable, il va dire OK. Et puis, tu vas te faire rattraper en mars par l'URSSAF qui va te dire, ah bah dis donc, vous avez donné un 14e mois, c'est bien joli, mais du coup, vous avez dépassé une tranche, donc on recalcule sur toute l'année, puis vous nous devez 30 ou 40 000 balles. Histoire vraie, je l'ai vécu. Donc, et le comptable, lui, quand tu lui dis, bah, vous ne pouviez pas me prévenir, ah bah non, mais je pensais que vous saviez, voilà. Donc, comptable, pas bonne idée. En fait, la vraie fortune se construit dans les marges. Plus on va travailler ces marges correctement, intelligemment, plus on aura justement de parties bénéficiaires sur ces marges. Et c'est ici qu'on commence à avoir une entreprise millionnaire. Chaque pourcentage compte, surtout quand on fait 1 million. Et ben voilà, 10% d'1 million, c'est 100 000. Donc 1%, c'est 10 000. Ça va très très vite en fait. Et gagner 1% par-ci, un demi% par-là, etc. À la fin, logiquement, on doit avoir 10 ou 15% de plus. Et c'est ces 10 ou 15% qui vont être ta partie plus bénéficiaire qui va te revenir dans ta poche à toi. Donc c'est vraiment pas rien d'optimiser. Et puis, pour aller chercher 1 million, on va structurer. Structurer pour croître, forcément. Donc, on va structurer l'acquisition avec une stratégie commerciale puissante. On va structurer la livraison, la qualité irréprochable des chantiers avant, pendant et après. Donc ça, c'est pareil, c'est du process, en fait, qu'on va mettre en place. C'est du retour client, c'est du chouchoutage de clients ici. Euh,
ne pas oublier que l'après-chantier est encore plus important que le chantier lui-même ou l'avant-chantier. On va gérer très, très bien les opérations de gestion financière optimisée, ce que je te disais tout de suite et puis surtout, on va garder toujours une partie de notre cerveau pour l'innovation, l'amélioration continue des services. Ce qu'on veut, c'est devenir parfaitement incontournable, tellement bon que les autres se disent: «Mais waouh, comment ils font?» et que les clients se disent: «Mais pourquoi j'irais ailleurs? C'est trop bien, en fait». Une entreprise millionnaire, c'est évidemment aussi pas un one man show. C'est pas un truc qui se fait tout seul. C'est pas vrai du tout. Au bout d'un moment, il va falloir recruter des experts complémentaires à tes talents. Il faut que tu aies des employés qui, sur le terrain, soient meilleurs que toi, en fait. Tu vois, au moins un. Parce que lui, ça va être un peu le régent, le dirigeant, voire le ou les. D'accord, ça c'est important. Croire que tu vas tout faire mieux que les autres, c'est une connerie. C'est pas vrai. Vaut mieux être un peu médiocre partout, mais avoir conscience de sa médiocrité et du coup mettre en poste des gens qui vont être meilleurs et être capable de comprendre en quoi ils sont meilleurs pour garder ce niveau, d'accord? Plutôt que d'être soi-même le champion du monde en tout et du coup trouver les autres tout le temps médiocres, donc n'avoir pas de plaisir à travailler. C'est clair. On va automatiser les processus répétitifs une chose, une seule fois. Quand on a fait une chose une fois, alors une fois j'exagère, mais quand on a fait une chose de manière répétitive, qu'elle est bien rodée, etc., on doit l'automatiser. Automatiser, ça va être du process ou ça va être de l'automatisation informatique aujourd'hui. C'est des choses plutôt faciles à faire. Ici, il faut que tu apprennes à libérer ton temps pour des activités à haute valeur ajoutée. C'est quoi les activités à haute valeur ajoutée? C'est tout ce qui est autour des clients. Tout ce qui va être du chouchoutage du client, c'est haute valeur ajoutée. Chouchoutage de client, chouchoutage de prospect. Le prospect, c'est celui qui n'est pas encore client chez toi, mais qui globalement peut le devenir. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là, parce qu'effectivement, c'est ça qui fait une entreprise millionnaire. Constituer une équipe gagnante, je viens de te le dire, mais on va aller un petit peu plus loin. On dit toujours recruter lentement, virer vite. Il faut que tu recrutes des gens qui partagent tes valeurs d'abord. On testera leurs compétences sur le terrain, mais il vaut mieux des gens un peu moins compétents qui ont des valeurs fortes d'entreprise, parce qu'on va savoir les améliorer, eux, plutôt que d'avoir des champions du monde qui sont des connards. Ça, on n'en veut pas. On va former en permanence les gens. Tout le temps, tout le temps. Et surtout, c'est-à-dire que souvent, on forme notre personnel sur la technique. C'est bien, il faut le faire, mais ce qu'on veut, c'est former les gens aussi sur la compréhension d'entreprise. Pourquoi? Parce que si on les décorrèle de la vision de l'entreprise, de la communication, de ces choses-là, ça ne veut pas dire que ce sera à eux de les faire, mais ça veut dire que c'est à eux de comprendre. Sur la gestion, notamment, il faut aussi former ou informer les gens. Pourquoi? Parce que ils vont se sentir beaucoup plus impliqués, les gens, et du coup, ils vont arrêter de fantasmer sur le patron qui gagne en leur bouffant la laine sur le dos. En fait, ils vont comprendre comment les rouages de l'entreprise, et puis tant mieux si ensuite ils créent leur entreprise avec cette compréhension-là, bah, tant mieux, ça fera des bons entrepreneurs en fait. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Souvent, on se dit oui, mais si je les forme, ils vont se barrer. En réalité, non. Celui qui voulait se barrer, qui voulait se mettre à son compte, il a ça en lui depuis toujours, donc il se barrera qu'il soit bon ou pas bon. Donc autant l'aider à être bon, tant qu'à faire. Et celui qui a une âme d'employé, a une âme d'employé, en fait. Il ne voudra pas se barrer, même s'il comprend mieux. Ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment que le développement personnel de notre entreprise passe par les employés. On va organiser des sessions régulières. Et n'oublie pas que dans l'entreprise, il y a toi aussi. Dans ta formation, il y a toi. Si tu as arrêté de te former dans ce qui est entrepreneuriat et tout ça, c'est une erreur en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qui ont besoin d'être répétées. On revient toujours aux bases, aux bases, aux bases, aux bases, mais c'est important d'y revenir. Et puis, si c'est une entreprise qui fait 1 million mais que tu n'as responsabilisé personne, ça veut dire que tu fais tout toi-même, donc c'est une connerie. Donc on va déléguer progressivement, tranquillement les responsabilités. On va créer un système de valorisation, c'est-à-dire que bah voilà, tu as pris telle responsabilité, si les chiffres sont bons, parce qu'on va quand même vérifier, eh bien tu auras telle et telle chose, telle et telle possibilité. Alors attention ici, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'un employé est très 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 bon, par exemple dans je sais pas, le dallage ou la création de jardin ou dans la gestion d'une équipe, qu'il va forcément être très bon dans le poste à responsabilité d'au-dessus. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde a une limite, en fait, dans sa capacité à être responsable de quelque chose. On a tous une limite. Et le problème de ça, d'ailleurs, c'est que souvent dans les entreprises, on recrute en interne pour faire monter les gens qui sont bons à un poste pour les mettre en dirigeant, par exemple, sauf que ce pas des bons dirigeants ou on ne les forme pas à ça. Et donc, il y a une loi, je ne sais plus comment c'est son nom, mais qui explique que dans les grandes entreprises qui recrutent en interne, il y a forcément des incompétents à tous les postes de direction. Et c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est le petit chef qui devient un sale con,
parce qu'en fait, il était très bon employé et du coup, on l'a mis chef parce qu'on s'est dit: «Bah, il est tellement bon, ça va être un bon chef». Bah, pas du tout. C'était pas du tout son âme, c'était pas du tout ses qualités et donc pas de bol, ça fait juste un mauvais chef à la tête d'une équipe qui, du coup, va devenir médiocre. Obligatoirement. Donc responsabiliser, déléguer progressivement, c'est progressivement qui est important, pour voir aussi atteindre les limites responsables de chacun, en fait. Il y a des gens qui n'auront jamais envie de responsabilité, il faut les laisser où ils sont très bien là. Et ils le savent, et nous aussi, et c'est important. Par contre, c'est important aussi que celui qui a envie de responsabilité, qui a envie d'évoluer, qui a envie de grandir et qui en est capable, les deux, alors à ce moment-là, va falloir lui déléguer des choses progressivement parce que sinon, lui, il va se barrer. Parce que lui, son besoin, en fait, c'est ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question de besoin, ça. Et il y a des fois des gens qui ont besoin de responsabilité mais qui n'en sont pas capables. À ce moment-là, on va les former pour qu'ils deviennent capables et pour en faire des bons responsables. Ok. Et puis, on va fidéliser les talents. Ça, c'est super important. Du coup, les talents, on va leur offrir des perspectives d'évolution. Il y en a qui en ont envie, il y en a qui n'en ont pas envie. Et encore une fois, il faut faire attention à ça. Et puis, on va partager équitablement le succès. Effectivement, quand il y a du bénéfice à la fin, il ne faut pas oublier de partager une partie. Il ne faut pas oublier également de partager des moments avec son équipe. C'est vachement important aussi de se faire de temps en temps une bouffe, un jeu, un escape game, que sais-je encore. L'air de rien, c'est sympa parce que ton équipe, c'est ton actif le plus précieux. À chaque fois qu'il y a un équipier qui se barre, c'est chiant, faut reformer, etc. Ça prend du temps et de l'argent. Et puis, ça peut inquiéter même nos clients. Donc, on va investir dans nos collaborateurs autant que dans ton matériel, autant que dans toi. Voilà. Souvent, on investit très, très, très vite dans le matériel en oubliant que finalement, eux, ils sont vachement importants. L'équipe, c'est vraiment important dans une entreprise à 1 million. Et puis, bah, le problème, c'est qu'il faut rester au sommet. Alors 1 million, ça peut paraître beaucoup si, tu l'as jamais fait, mais en fait, c'est pas si grand que ça. Tu verras que quand tu es à 1 million, bah, tu peux aller chercher les 2 millions plutôt rapidement, en fait. Ça va plus vite de passer de 1 million à 2 millions que de passer de 0 à 1 million, beaucoup plus vite. Mais il faut une concentration absolue, sinon tu vas perdre du temps, tu vas diluer du temps, donc c'est chiant. Donc quand on est au boulot, on va éliminer les distractions, on va refuser les projets hors stratégie. Ça souvent, c'est un des problèmes. Tant qu'on n'est pas focus et qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on doit refuser des choses qui ne sont pas dans la stratégie. Alors, c'est difficile à faire quand on est un peu multifacette, multi-entrepreneur. C'est un peu difficile. Moi, c'est un de mes problèmes d'ailleurs, hein, clairement. Mais c'est tout. Il faut être à un certain moment discipliné, sinon on n'y arrivera pas. Ça demande aussi de la persévérance. Faut pas croire, ça va être toujours tout facile. C'est pas vrai. Il y a des obstacles, il y a des intempéries. Il va falloir transformer les échecs en apprentissage. Le truc, c'est que souvent, quand il y a des échecs, on se dit ah merde, c'est la fatalité, machin. Non, qu'est-ce que je dois en retirer? Où est la pépite? Où est le cadeau à l'intérieur de ce tas de merde? Il y en a toujours un. Et ça fait partie, cette persévérance et cet état d'esprit positif, ça fait partie vraiment d'un entrepreneur, d'une entreprise qui fait 1 million. Il n'y a pas d'entreprise qui fait 1 million dont le patron, 1 million et plus, hein, j'entends, dont le patron soit ultra négatif. Non, c'est forcément quelqu'un de curieux qui essaye de comprendre ce qu'il fait de mal pour le faire mieux la prochaine fois. Ça veut dire amélioration continue. On va analyser chaque chantier, ou en tout cas chaque type de chantier précisément, et puis on va voir bah, les retours des clients un maximum pour pouvoir continuer de s'améliorer, pour se dire, bah, ce client-là, on veut les chouchouter toujours mieux, toujours plus. Ça doit être au cœur d'une machine bien huilée. C'est pour ça qu'on dit que le client est roi. Pour moi, le client est reine. C'est-à-dire que c'est toi le roi de ton entreprise, c'est toi qui as la décision tous les jours. Néanmoins, la reine, c'est quand même elle qui t'insuffle à l'oreille les choses importantes. C'est une réalité. Et puis, vraiment, une entreprise qui ne va pas chercher l'innovation, l'amélioration continue, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle va être imitée. Si quelque chose marche, ça se sait et c'est imitable. Donc, on va être à l'affût des nouvelles tendances, on va proposer des solutions avant-gardistes, on va des fois se planter là-dessus, hein. Proposer des choses qui sont pas du tout au goût des gens finalement, mais c'est pas grave. Ça leur montre au minimum qu'on essaye de faire bien pour eux et donc ça donne toujours une image d'entreprise qui est très bonne, ça. Le succès, c'est pas un accident, c'est pas du hasard. C'est vraiment le résultat d'une discipline quotidienne, d'une vision absolue et claire. Et puis, bah, si tu veux ça maintenant, il te suffit de passer à l'action. Définis ton plan précis sur 5 ans, 3 ans, 1 an et 4 fois 90 jours. Donc, du coup, vous avez 30, 60, 90 jours. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu peux rejoindre la communauté. Si tu n'y es pas, il y a le groupe Facebook. Tu peux cliquer dessous des entrepreneurs du paysage
Tu peux même prendre, je te mets le lien en dessous, un rendez-vous avec nous pour qu'on fasse l'audit de ton entreprise actuelle et te montrer en fait les étapes importantes que tu dois amener pour avoir l'entreprise qui te fait envie. Et on parlera de tes objectifs à toi précisément. C'est vraiment quelque chose de totalement gratuit. Et tu vas obtenir vraiment la checklist. Ça prend allez, entre 20 et 40 minutes selon comment on est bavard. C'est entièrement offert, hein, on n'a rien à te vendre à cet endroit-là. Et puis bien entendu, si tout ça se passe bien, on te mettra un second rendez-vous. Là, on pourra t'expliquer ce qu'on peut faire pour toi, comment tu peux ne pas rester seul, comment tu peux apprendre ces choses-là de manière efficace et adaptée aux entreprises du paysage. Maintenant, tu as toutes les clés. Il n'y a rien d'autre à savoir. C'est pas juste une ambition, c'est un plan concret et réalisable que je t'ai partagé aujourd'hui. Donc n'hésite pas. Et puis, encore une fois, rejoins la communauté des paysagistes 2.0. Tu as les liens en dessous. On est là pour toi, avec plaisir. Et tu pourras, du coup, à partir du groupe Facebook, commencer à venir discuter si tu veux et tout ça, qu'on puisse parler de toutes ces choses-là. Allez, bonne journée, ciao.